Je réitère mes bonjours à tout le monde pour les derniers qui sont arrivés. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est donc quelle synergie pour créer un dialogue territorial avec les élus. C'est un sujet qu'on discute beaucoup depuis quelques mois, quelques années avec les porteurs de projets qu'on accompagne. Et donc aujourd'hui, on voulait vous faire un peu un retour de ce qu'on avait pu comprendre des bonnes pratiques pour essayer de rendre ce rapport avec les élus meilleur et de faire en sorte que les projets que vous conduisez sur les territoires soient mieux compris parfois, mieux portés également par les élus locaux. Donc je répète pour ceux qui viennent d'arriver, donc les questions, vous pouvez les poser directement dans l'onglet questions. Je parlerai là pendant environ 20 minutes si tout se passe bien. Et puis ensuite, on prendra les questions pour y répondre les unes après les autres. Donc ça, c'est moi. Je ne savais pas que j'avais la main sur la presse, donc j'en suis ravi. Donc moi, je suis responsable de l'équipe commerciale chez Explain. Et donc, je travaille majoritairement dans l'industrie et l'aménagement sur des thématiques diverses. Donc, dans l'éolien, les carrières, la méthanisation, l'aménagement au sens large, les transports, etc. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, un petit rappel pour les personnes qui nous connaissent peut-être un peu moins sur ce qu'on fait chez Explain. Donc, Explain, aujourd'hui, on intervient pour aider les porteurs de projets d'aménagement et industriels dans leurs relations avec les territoires, et plus particulièrement dans leurs relations avec les riverains qui se trouvent autour des projets. Notre objectif, c'est de réussir, par le porte-à-porte notamment, à toucher la majorité silencieuse qui se situe et qui habite autour des projets pour répondre à plusieurs enjeux, les informer, comprendre leurs attentes, rendre compte de leur perception de telle politique, de tel projet que vous pouvez mener. Et donc, on travaille pour cela dans différents secteurs, comme je le disais juste avant, donc dans l'éolien, les carrières, les infrastructures, des projets de transformateurs électriques, de nouvelles gares, de villages olympiques, quand la France a la chance d'être organisatrice des JO. Et il y a deux constantes dans les projets qu'on peut accompagner qui vont être importants pour vous dans le développement de ces projets. C'est donc les riverains qu'on adresse par le porte-à-porte et les élus qui sont systématiquement présents autour des projets et qui ont un rôle important, soit parce qu'ils vont vous donner une délibération à un moment donné pour vous permettre de faire des études pour l'opportunité d'un projet, délivrer un permis de construire pour un nouveau projet que vous avez. L'idée d'aujourd'hui, c'est de s'interroger justement sur ce rôle que vous avez, sur disons, le rôle des élus et la relation que vous pouvez avoir avec eux, qui est souvent au fur et à mesure d'un projet va peut-être évoluer, soit parce que votre projet il prend 5, 10, 15 ou plus d'années, et donc les représentants politiques vont changer pendant cette période, soit parce qu'il y a un événement sur le territoire qui se passe et qui va changer l'opinion du maire ou de la maire sur votre projet. Et donc, on veut s'intéresser aujourd'hui aux objectifs, aux enjeux des élus pour essayer de peut-être mieux les comprendre, pour voir comment vous pouvez derrière, disons, vous en servir pour améliorer la relation avec eux, notamment sur des questions de confiance. Donc, les élus aujourd'hui, je trouve qu'il est important de se poser un peu les questions de ce que sont leurs objectifs. Le premier, c'est, une fois qu'ils ont été élus sur un programme, évidemment de conduire des politiques, pas non seulement pour leur électorat, mais bien pour toute la population. Donc, il y a, dans le meilleur des cas, un peu plus d'un riverain sur deux qui les a élus. Leur but, c'est de réussir à convaincre un peu plus et au-delà on va dire pour l'après, et puis pour faire en sorte que le mandat se passe le mieux possible. Ensuite, de réussir à maintenir la confiance qui leur a été donnée avec les administrés, et puis de comprendre les enjeux locaux
Et donc là, je pense que vous tous, en tant que chef de projet, chargé de projet, vous l'avez vécu. Généralement, les élus que vous rencontrez, ils connaissent leur population, ils connaissent les enjeux locaux et ils ne manquent pas de vous le dire. Ah oui, non, mais moi, ça fait X années que j'habite dans la commune. De toute façon, les gens me parlent, je suis au courant. Et le fait de le verbaliser autant, comme c'est le cas autour des projets, ça montre bien l'importance que ça a de comprendre et de connaître les enjeux locaux. Et pour autant, dans les expériences qu'on a pu avoir depuis quelques années autour de projets, on se rend compte en allant voir la population en porte-à-porte que parfois ils connaissent les enjeux locaux et parfois ils connaissent les enjeux locaux d'il y a quelques années. Parfois ils connaissent les enjeux locaux d'une partie de la population avec qui ils parlent régulièrement. Et donc il y a aussi cet enjeu de réussir à leur faire parfois prendre un peu de recul pour comprendre en les prenant par la main, entre guillemets, mais pour leur faire comprendre ce que peut-être des gens qui ont moins l'habitude de voir dans leur commune peuvent penser. Et ça, c'est le cas pour des projets dans des milieux urbains, mais aussi dans des milieux ruraux ou parfois dans des communes de 200 ou 300 habitants. Les élus sont surpris parfois des retours que peuvent avoir les riverains sur soit des politiques qu'ils ont pu mener, soit des projets conduits localement. L'objectif de l'élu, ça va être, je dirais, de laisser une bonne image, parfois d'être réélu, mais toujours de laisser une bonne image à ses administrés. Depuis un peu plus d'un an, et c'est aussi l'objet du webinaire d'aujourd'hui, on remarque qu'il y a des volontés qui ont un peu évolué chez les élus, notamment chez les élus de petites communes rurales, qui a une volonté de prendre la température, de prendre le pouls de la population assez régulièrement et de la consulter. Donc, on ne sait pas exactement d'où ça vient, puisque c'est quelque chose qui est apparu, je dirais, en fin d'année 2019, autour des projets qu'on peut accompagner. Mais alors peut-être c'est les fruits du grand débat national, ou alors simplement de changement de pratique, de mentalité, peut-être l'approche des élections aussi qui a joué là-dedans. Mais on a, dans les discussions qu'on peut avoir avec vous, chef de projet, régulièrement le fait que, tiens, l'élu, ça fait 3 ans qu'on fait le projet, et puis là, il a envie de vérifier que la population elle est d'accord. Donc, il va organiser un référendum, ou alors il va organiser un moment d'échange. L'objectif derrière ça, c'est d'être sûr que tout va bien et qu'ils ne prennent pas de risques en conduisant et en continuant à porter un projet que vous développez. En parallèle, les porteurs de projets, donc aujourd'hui on a la chance de parler quotidiennement avec des chefs de projet, que ce soit dans l'éolien, et je vois que vous êtes très nombreux ce soir, mais aussi dans d'autres industries et dans l'aménagement. On remarque que les défis que vous avez autour de vos projets, donc au-delà des défis évidemment techniques dans lesquels je vais pas revenir, je ne vais pas rentrer en détail, c'est de conduire des projets pour toute la population, puisque quand vous inscrivez dans un territoire, vous inscrivez dans la zone d'implantation de votre projet et des gens qui vont être autour, mais aussi plus généralement de toute la population, parce que c'est une population qui va bénéficier de votre projet, qui va voir votre projet. En tout cas, il y a ce besoin de conduire des projets un peu à l'échelle d'un territoire, en lien avec la population, de maintenir la confiance avec les administrés, qu'on appelle donc des riverains, puisque c'est des gens qui vont être présents autour de vos projets, et puis également de bien comprendre les enjeux locaux. Et donc ça vous aide évidemment à mieux développer le projet, à mieux communiquer sur les sujets qui comptent vraiment localement, à éviter de faire des faux pas parce que vous n'êtes pas au courant parfois qu'il y a X années dans la commune, il s'est passé un événement marquant qui a laissé une empreinte sur la commune. Et on remarque que, au-delà de votre cœur de métier qui est de construire des projets quels qu'ils soient, il y a ce besoin et ces objectifs qui ressemblent quelque part à des objectifs que poursuivent les élus. Et donc, on trouve intéressant de faire le parallèle aujourd'hui entre votre métier et la manière dont nous, on vous accompagne, et la manière dont ça peut aujourd'hui bénéficier à l'élu et donc à votre relation avec les élus. Donc, si je résume un peu les objectifs communs, ils sont au nombre de 3 dans ceux que j'ai pu citer. Donc, le premier, c'est une bonne information.
l'objectif pour l'élu et pour le porteur de projet, c'est de faire en sorte que les gens qui habitent autour de vos projets, ils soient au courant de ces projets-là. Et au courant, je vais dire, de la bonne manière, quoi. Aujourd'hui, on sait que certains riverains, certaines personnes peuvent se charger d'informer sur votre projet, mais pas forcément de la meilleure des manières. Le but pour vous et pour l'élu, c'est d'être sûr que tout le monde est au courant, qu'il n'y a pas eu d'informations cachées et qu'on leur reproche pas et qu'on vous reproche pas quelques années plus tard de ne pas avoir pris le temps d'informer la population, etc. De bien comprendre donc les enjeux locaux qui sont très spécifiques, hein. Nous, on le remarque d'une commune à l'autre dans un département, les enjeux vont être très différents et ils vont être à la fois liés à un contexte géographique plus large, mais aussi à des sensibilités locales qui sont propres à des territoires. Et ensuite, une bonne prise en considération de l'avis de la population. Et donc, je trouve que le terme de bonne prise en considération, c'est important parce que ce n'est pas forcément la prise en considération de tous les sujets et de tous les enjeux que peuvent faire monter les riverains, mais d'essayer de trouver et de placer le curseur au bon endroit à la fois sur leur avis et la manière dont ils reçoivent le projet, et puis ensuite sur des aspects plus, on va dire, opérationnels, la manière dont ils ont envie d'être pris en considération pendant le développement. Donc, quelle modalité de la concertation on a envie de mettre en place pour répondre aux besoins et aux enjeux du territoire qui sont, encore une fois, spécifiques. Et donc, je trouve que ces trois enjeux, nous, on essaie d'y répondre aujourd'hui par le porte-à-porte avec vous. Et donc là, le but, c'est un peu de les rebalayer en essayant de comprendre comment ça peut avoir un impact également sur les élus et faire en sorte de renforcer la relation avec eux. Donc la première chose, c'est donc le besoin et les objectifs d'informer la population. Les élus, ils ont pour objectif que tout le monde soit bien informé sur les projets. Il s'avère qu'aujourd'hui, sur un peu plus de 150 projets qu'on a accompagnés sur les trois dernières années, il y a moins d'un riverain sur deux qui est au courant du projet qui est conduit à côté de chez lui. Et ça, dans des contextes qui sont beaucoup des contextes ruraux, où les communes, elles font entre 200 et 1000 ménages, on va dire. Donc, c'est des territoires sur lesquels l'information circule assez vite. Et même dans ces territoires-là, il est difficile de faire connaître son projet aux riverains. Et notamment parce que l'élu, quand il accepte de partir avec vous sur un projet, de vous accompagner et que vous conduisiez des études sur son territoire, entre guillemets, lui, ses actions réflexes, ça va être de le dire au vœu, notamment. De faire passer une lettre d'info dans les boîtes aux lettres. Également d'organiser une réunion publique, parce que c'est un événement qui est physique, qui va peut-être être couvert par le journaliste du coin, sur lequel vous aurez un temps de parole, peut-être que lui aura un temps de parole. Et son objectif à lui, en tant qu'élu, c'est d'être sûr qu'il a fait sa part du job, qu'on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir informé les gens. Et aujourd'hui, on sait que c'est parfois le cas sur certains projets. On peut leur reprocher à tort, généralement, d'avoir caché un projet, de l'avoir fait dans le dos de la population, alors même que souvent, ils mettent en œuvre ce qu'ils peuvent mettre en œuvre à leur échelle autour des projets. Et je dirais que ces actions réflexes pour le porteur de projet, elles sont quelque part un peu rassurantes puisqu'elles lui permettent de se dire j'ai fait ce qu'il fallait pour que les gens soient au courant du projet, quoi. Il s'avère que, et aujourd'hui évidemment, je vais vous en parler un petit peu, mais il s'avère que pour répondre à cet objectif qui est d'informer on va dire la majorité de la population, être sûr que tout le monde soit bien au courant, il y a un mode de communication qui est plus efficace que les autres, qui est donc le porte-à-porte, qui nous assure d'avoir un impact beaucoup plus fort sur les habitants et de toucher des publics surtout qui sont très différents des publics qui sont régulièrement touchés par les vœux, les réunions publiques, etc. Et ça, c'est des choses qui sont à la fois résultats d'expériences scientifiques randomisées, donc qui ont été menées et conduites dans différents contextes et qui visaient à comparer les différents modes de communication pour comprendre lesquels étaient le plus efficaces pour mobiliser pour une élection, donc pour faire en sorte que les gens aillent voter alors qu'originellement, ils comptaient s'abstenir. En fait, on se rend compte que le lien entre une élection notamment et un projet,
il est assez ténu quand l'élection pour vous est plutôt une enquête publique ou une réunion publique et qu'il y a cet enjeu de faire venir des gens qui, sans notre venue, ne seraient pas venus nous voir. Et de ce point de vue-là, on a des retours toutes les semaines, nous, de porte-à-porte, de gens qui sont à la fois satisfaits du fait qu'on soit venu les voir, contents qu'on prenne du temps pour leur expliquer un projet dans les détails, répondre à leurs questions. Et puis aussi pour leur expliquer plus généralement la manière dont se conduit un projet. Et donc je dirais que ça, c'est quelque chose qui devient un peu du ressort des porteurs de projets que vous êtes, qui est d'informer sur des procédures administratives en fait. Et aujourd'hui, en porte-à-porte, on passe, mine de rien, du temps à expliquer ce que c'est qu'une enquête publique. Et c'est pour ça qu'on disait, je ne pensais pas qu'on pouvait donner notre avis. Il y a énormément de riverains qui ne sont simplement pas au courant qu'on peut donner son avis autour d'un projet. Il y en a d'autres qui s'autocensurent parce qu'ils ont peur d'aller à une réunion publique. Donc ça nous arrive souvent, des gens qui disent « Ouais, mais la réunion publique, c'est plutôt pour les opposants, moi je ne me vois pas y aller ». Et en porte-à-porte, c'est plus facile de leur expliquer pourquoi c'est important qu'ils viennent à la réunion publique et pourquoi c'est important pour la commune et le projet. Et puis plus généralement, de la pédagogie aussi sur le fait que peu importe son âge, son niveau de diplôme ou le temps depuis lequel on habite dans la commune, on peut donner son avis. Et on se rend compte en porte-à-porte que la grande majorité des gens qui ne sont pas informés, c'est simplement parce que ils ne vont pas s'informer. Et donc, le seul moyen, on va dire, pour le faire, c'est d'aller à eux. Et pour ça, c'est une bonne opportunité, le porte-à-porte. Et donc, c'est le premier point un peu de comment réussir à, dans ce cadre-là, créer un lien, une synergie avec les élus. C'est d'inclure les élus dans cette démarche de porte-à-porte que vous pouvez organiser et dont la majorité d'entre vous organisent aujourd'hui des campagnes autour de leur projet avec nous. Et on peut le faire à plusieurs niveaux, on va dire. Évidemment, en leur présentant la démarche, en leur disant, nous, on a aussi envie que le projet soit bien connu de la population et on va organiser du porte-à-porte pour aller en parler, informer factuellement sur la manière dont ça s'est passé aussi avec le conseil municipal, le fait que vous avez donné une délibération, rendu une délibération pour autoriser les études, et informer un peu sur, on va dire, les prochaines étapes. En leur faisant, si eux ils le souhaitent et que vous pensez que ça peut améliorer aussi votre relation avec eux, le script, qui est, on va dire, la base, la colonne vertébrale en quelque sorte de nos échanges avec les riverains. Et la mairie fait de temps en temps et propose de distribuer un avis de passage. Donc en disant, le porteur de projet viendra en porte-à-porte vous présenter tel projet, signé la mairie. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a absolument aucun impact sur l'ouverture des portes. Donc les gens ne vont pas forcément plus ouvrir leurs portes, mais ça met la mairie et les élus dans la confidence, entre guillemets, et dans l'organisation de cette campagne de porte-à-porte. Et donc les riverains derrière, quand nous, on va à leur rencontre, ils se disent « Ah, c'est sympa, le porteur de projet et le maire, ils font attention à ce que tout le monde soit bien au courant. » Et on sait qu'on a des retours qui sont très positifs là-dessus. Outre l'information, aujourd'hui, vous, porteurs de projet, une des raisons pour lesquelles vous faites du porte-à-porte, c'est pour, on va dire, comprendre les enjeux locaux et pouvoir en rendre compte. Un des rendus qu'on a à la fin des campagnes de porte-à-porte, c'est un rendu quantitatif sur l'opinion des riverains. Donc, on est capable de dire à l'élu, dans la commune, il y a X% des riverains qui sont favorables, seulement 10% qui sont défavorables. Et au-delà de l'aspect quanti, on a énormément de données très qualitatives qui remontent sur les sujets d'intérêt, les sujets de préoccupation, des verbatims, et qui permettent à la fois de rassurer les élus et aussi de solidifier leurs relations, parce que vous pouvez leur dire, aujourd'hui, on a identifié 10% de défavorables qui le sont pour telle et telle raison. Et voilà la manière dont nous, on va y répondre d'ailleurs, puisque on a prévu de mettre en place telle et telle mesure qui vont permettre de les rassurer sur ce point-là. Et ça permet de les faire porter le projet de manière plus proactive. Et on le remarque sur beaucoup de projets qu'on accompagne. Parfois, il y a besoin d'être rassuré et puis d'être un peu reboosté sur les projets et de se dire, en fait, la population, en fait, elle porte ce projet, elle a envie de ce projet. Et donc, moi, en tant que maire, c'est aussi mon rôle de faire en sorte que ça puisse aller aussi vite que possible, etc. Et puis aussi, évidemment, pour les services de l'État, de pouvoir donner des éléments concrets, des éléments tangibles
là où vous faites énormément d'études, quel que soit votre secteur, avant de faire votre projet, donc des études architecturales, environnementales, acoustiques, etc. Il manque aujourd'hui, alors que c'est de plus en plus important dans la société, un volet social, on va dire, et acceptabilité. Et donc, ces retours, ils peuvent permettre de donner du tangible aussi au service de l'État. Et dans ce cadre-là, la synergie, elle est assez évidente sur cette compréhension des enjeux et des attentes, puisque vous avez comme objectif de pouvoir adapter le projet en fonction des retours des riverains. Donc, ça peut être le nombre d'éoliennes ou l'endroit où elles vont être placées dans la commune, parce que en fait, les gens, ils nous ont tous dit, les éoliennes, c'est une super idée, mais par contre, juste à cet endroit-là, nous, ça nous arrange pas, parce que en fait, tous les gens, je sais pas moi, vont se balader à cet endroit précis. Ça peut être aussi sur le type de commerce quand on va travailler sur des projets en milieu urbain dans l'aménagement où on peut aménager un rez-de-chaussée et on a envie de savoir si les riverains ils préfèrent avoir une pharmacie ou une boulangerie. Ça peut être aussi sur l'horaire des travaux, être sûr de bien comprendre en fonction des territoires à quel moment il est plus opportun de passer pour les travaux. Et puis ensuite de pouvoir capter de l'information sur ce qui peut être fait, ce qui peut être mis en place sur les territoires, que ce soit dans des mesures d'accompagnement, je sais pas, l'aménagement des chemins communaux, la plantation de haies, ça peut être beaucoup de choses. Et ça, nous, on le fait remonter, ça vous est utile à vous, et c'est également très utile aux élus. On se rend compte que les élus, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur leur connaissance des enjeux et des enjeux locaux, c'est que souvent, ils n'ont pas connaissance très précisément de ce que veulent les gens. Et donc, c'est porte-à-porte, c'est aussi le moyen d'aller interroger la population entre deux échéances électorales et de comprendre leurs préoccupations, que ce soit le trafic, le manque de commerce, des verbatims. Et c'est également de pouvoir capter un peu quelles pourraient être les priorités pour les retombées locales. On sait qu'on a beaucoup d'élus qui portent des projets, mais qui pour autant ne se rendent pas vraiment compte de ce qui devrait être fait derrière des retombées locales, de pouvoir aussi les informer là-dessus. Et pour ça, de pouvoir les inclure dans la préparation de la campagne en leur disant, voilà, nous, on va faire une campagne pour aller informer les gens, pour comprendre ce qui se passe sur les territoires. Et par ailleurs, ce sera l'occasion de les questionner sur si c'est de l'éolien, les ENR, l'éolien, et ce qu'ils peuvent en penser. Et peut-être que vous, en tant qu'élu, vous avez aussi un sujet sur lequel aujourd'hui vous souhaitez les interroger. Et le fait de l'inclure, ça peut également permettre de tirer, on va dire, dans la même direction, quoi. Donc voilà un peu sur la partie retour et comment est-ce que vous pouvez parfois créer ce contact direct avec les élus. Et donc ce slide sur la nécessité d'avoir des retours de qualité, c'est que parfois, et on le remarque aussi dans les mois qui se sont écoulés, les derniers mois, le réflexe de l'élu, autant pour informer, c'est souvent de prendre la parole publiquement, que ce soit dans le bulletin de la commune ou par des vœux. Quand il veut consulter, généralement, ça va être l'organisation d'un référendum ou d'une consultation, donc qui se traduit souvent par envoyer des petites feuilles en papier dans les boîtes aux lettres pour que les gens ensuite le déposent à la mairie avec entouré oui ou non le projet éolien ou le projet photovoltaïque sur le territoire, quoi. Et on a eu plusieurs exemples récents dans différents secteurs où généralement ça se passe mal parce que les retours sont très faibles, donc les gens se mobilisent peu. C'est difficile d'avoir plus de 20% de participation à ce genre de référendum. Et en général, donc, les retours sont binaires, donc c'est souvent oui ou non pour tel projet, telle politique, etc. Et souvent assez tranchés, puisque les gens qui se déplacent sont souvent des gens plutôt défavorables. Et donc, on l'a poussé sur certains projets avec des chefs de projet, le fait justement d'aller en porte-à-porte, poser ces questions aux gens, puisque on comprend très bien que les riverains, que les élus puissent se poser la question de ce que pensent les riverains, et on sait généralement que en allant les voir, ça risque de les rebooster et de leur redonner confiance dans les projets. Et donc, de parler avec eux de l'opportunité de faire du porte-à-porte et derrière de pouvoir leur rendre compte de ce qui s'est dit sur le territoire pour leur permettre, in fine, de prendre des décisions directement. Et donc là, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est le moment, le porte-à-porte, le
le bon moment pour leur demander est-ce que vous avez un sujet sur lesquels vous souhaitez interroger la population. Sachant que généralement, les élus locaux font très peu de sondages. Donc, c'est un peu un sondage très qualitatif à moindre coût pour eux. Et à noter, et j'en profite pour faire passer le message, c'est bien de les inclure dans le processus, mais il faut veiller à pas trop les inclure non plus, parce que sinon, on ne parle plus du tout du projet et on parle simplement de la politique locale. Voilà, pour finir, je voulais simplement vous parler de la mobilisation des riverains rapidement. De la même manière, on a aujourd'hui une volonté, on l'a eu récément de nombreuses fois, des élus de parler aux gens. Donc, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré le porte-à-porte, il y a parfois des moments où l'élu veut parler à sa population en direct. Et là, de la même manière, on l'a fait plusieurs fois, où on est intervenu avant des réunions publiques qui étaient co-présentées par l'élu et le porteur de projet pour mobiliser largement. Donc, on l'a fait beaucoup sur des visios récemment au vu de la situation, mais ça a vraiment bien marché et ça a permis à l'élu d'avoir en face de lui un panel beaucoup plus large de riverains. Et c'est aussi un des enjeux du porte-à-porte qui est de faire en sorte de mobiliser plus largement autour des différents événements que vous pouvez avoir autour des projets. Et de le faire avec l'élu, c'est encore plus fort parce que lui est très content que les gens se mobilisent et il est difficile pour lui de les mobiliser autrement de manière aussi efficace, quoi. J'en ai quasiment fini, il me reste un petit sujet à aborder avec vous. On a fait évoluer un petit peu notre offre récemment, donc grâce à notre équipe opérationnelle que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, donc Mathias, Alistair et Simon. On avait un vrai besoin qui émanait à la fois des élus et des services de l'État d'avoir les résultats de nos campagnes de porte-à-porte de manière un peu plus aride. Et donc, on l'a évidemment fait. Et donc, on a réalisé un document qui est plutôt à destination des élus et des services de l'État, qui revient sur les principaux enseignements de la campagne qu'on a pu mener, mais avec une méthodologie expliquée en chapeau de manière assez synthétique. Et puis ensuite, des tableaux relativement arides, mais que nos amis de l'administration affectionnent particulièrement. Voilà pour moi. Je vous laisse poser vos questions si vous en avez. Et la lumière est revenue. Voilà un peu ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui sur ces petits retours d'organisation de campagne de porte-à-porte qu'on a pu faire récemment et qui ont permis soit d'amplifier, soit de recréer aussi parfois le lien avec les élus. Merci Antoine. N'hésitez pas à poser vos questions en onglet questions, comme dit Antoine. Il y a eu quelques éléments. Peut-être Antoine, est-ce que tu as déjà peut-être des éléments de réponse par rapport à celles qui sont arrivées? Ouais, je vois notamment donc, les restitutions donc, aux élus directement. Donc en effet, nous, on a l'habitude aujourd'hui de proposer ça aussi, donc des restitutions aux élus, puisque donc il y a des cas de figure où les porteurs de projets ont une bonne relation avec les élus, d'autres où c'est moins le cas. On sait que dans celles où c'est moins le cas, parfois, c'est intéressant d'avoir aussi un tiers qui présente les résultats. Et donc ça, on le fait régulièrement, de présenter un peu les retours du terrain. Et ça nous permet souvent de présenter notre méthodologie et de pouvoir y répondre de manière claire. Et ça, on le fait auprès d'élus, mais aussi devant des commissaires enquêteurs. On l'a fait devant des CDNPS également. Voilà. On est également à votre dispo pour ça, évidemment. Ensuite, j'ai une autre question sur les réunions de co-construction avec les riverains. Est-ce que ça, on le fait? Donc aujourd'hui, on ne l'organise pas directement. Et c'est une bonne question parce que c'est quelque chose qui est parfois souhaité par les élus, parfois souhaité par les porteurs de projets, de réussir à créer des moments avec les habitants. Donc on ne l'organise pas directement, mais ce qu'on fait, c'est qu'on mobilise de la même manière pour ces ateliers. Et c'est des choses qui sont très efficaces en début de projet, notamment.
puisque en début de projet, c'est le moment qui est souvent le meilleur pour créer, par exemple, un atelier de construction, un atelier de concertation, mais quelque chose qui soit le plus représentatif possible. Et le porte-à-porte nous permet de rencontrer des profils très différents et de réussir à mobiliser pour ces ateliers des profils, notamment de jeunes qui se présentent beaucoup moins à ces ateliers, et de créer du coup un dialogue qui soit plus fécond pour la commune, quoi. Et ça, c'est en gros, le porte-à-porte, il est utile pour pouvoir toucher ces publics-là et puis pour pouvoir leur expliquer la manière dont ça se passe aussi, puisque c'est des ateliers qui parfois font un peu peur aux riverains, des retours qu'ils nous font en porte-à-porte. Et la principale peur vient du fait qu'on a l'impression de ne pas être à la hauteur. Donc les gens nous disent, moi j'ai que le brevet des collèges, est-ce que je peux y aller? Je ne me vois pas y aller. Et donc nous, on explique aussi que non, le but c'est que tout le monde puisse y aller, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si j'y ai répondu comme vous le souhaitiez. Alors, je lis un peu au fur et à mesure. On parle souvent de l'effet NIMBY pour les projets, notamment de NR. J'ai vu des articles qui parlent d'un NIMBY inversé à proximité immédiate des projets. Est-ce que ce sont des effets que vous constatez lors de vos enquêtes? Donc, de la même manière, c'est une très bonne question. Donc, en effet, donc, nous, pendant nos campagnes de porte-à-porte, on rencontre évidemment l'effet NIMBY. Et ça se passe notamment, donc, on juge à chaque fois et on mesure l'opinion vis-à-vis des ENR, de l'énergie éolienne notamment, et puis ensuite du projet. Et là, on a toujours un petit delta de gens qui sont favorables à l'éolien, mais pas chez eux, parce qu'il n'y a pas assez de vent, parce que eux pensent que ce n'est pas une bonne idée, etc. Mais je trouve que le NIMBY inversé est probablement plus fort que le NIMBY classique, on va dire, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans nos projets sur les profils d'opposants ou les profils de gens qui s'opposent de manière assez classique au projet, qui sont souvent des personnes qui sont en résidence secondaire, notamment dans l'éolien, puisque vous en parliez. Donc, on a corrélé l'opinion on a mesuré le lien entre l'opinion et le pourcentage de résidences secondaires dans les communes. Et dans toutes les données sociodémographiques qu'on a pu tester en lien avec l'opinion pour essayer de comprendre s'il y avait des ressorts de la favorabilité ou de la défavorabilité à des projets, le seul qui est on va dire statistiquement représentatif et significatif, c'est le pourcentage de résidences secondaires. Et de cette manière-là, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en porte-à-porte, qui est que des gens qui sont au proche du projet, qui habitent dans la commune depuis très longtemps, sont souvent plus favorables au projet que des néo-ruraux, que des personnes qui viennent d'arriver et qui ont souvent acheté leur maison de campagne ou de vacances avec le paysage et qui ne veulent absolument pas que ça change, quoi. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant et qui plaît énormément aux élus aussi, de se rendre compte que les gens qui votent dans la commune, les gens qui y habitent depuis longtemps, et c'est des choses qu'on mesure parfois en posant la question notamment du fait qu'ils soient propriétaires ou pas et depuis combien de temps, nous permet de montrer que généralement les gens qui habitent sur les territoires depuis longtemps ou à proximité des projets sont souvent favorables, ou en tout cas plus favorables. Merci. Antoine, je profite, il y a une question qui est revenue et on a eu un webinaire là-dessus en début d'année, mais est-ce que tu peux juste très brièvement la concertation du coup en temps de Covid, parce que même si aujourd'hui on se déconfine, il y a peut-être quand même des protocoles et des conditions encore pour un moment. Ouais, donc on va dire le porte-à-porte en temps de Covid, il n'est pas très différent du porte-à-porte dans les temps anciens, si ce n'est qu'on porte évidemment des masques, qu'on propose d'envoyer les brochures qu'on distribue à la main par mail si les gens ne veulent pas l'avoir à la main. Mais nous, on a plutôt eu des bonnes surprises depuis on va dire le déconfinement, enfin le premier déconfinement, et notre retour sur le terrain en gros en septembre dernier. Qui est que la plupart des gens, puisqu'on reste sur le palier de la porte et qu'on ne rentre jamais chez eux, sont surtout contents de voir d'autres humains. Et on intervient beaucoup sur des territoires où des gens sont isolés de manière structurelle. Et donc, les gens sont encore plus contents, je dirais, de nous voir directement en vrai. Ce que ça a changé, je dirais, c'est plus sur... notamment, j'en parlais tout à l'heure, sur des moments où nous, on va mobiliser pour des événements, que ce soit des réunions publiques ou
ou des enquêtes publiques où généralement on peut mobiliser pour des événements physiques et où là c'est, je dirais, plus efficace parce qu'on récupère des adresses mail de riverains qu'on va pouvoir inviter à des visios par la suite. Mais sur tout ce qui est protocole, etc., nous on a frappé à un peu plus de 26 000 portes depuis le début de l'année et voilà, on a toujours été très bien accueillis. Donc voilà, il y a plutôt des bons retours de ce point de vue-là. Ok, on a peut-être une autre question encore, on a encore le temps, je veux dire. Par rapport au temps long sur les projets, tu en as rapidement parlé pendant ton intervention au début, des projets qui durent longtemps. Justement, d'après toi et tes expériences, comment est-ce que tu peux garder ce lien avec les riverains du projet, puisqu'il peut y avoir des interventions en année 1 et peut-être que la prochaine absolument nécessaire est en année 5. Et ce temps long, justement, comment est-ce que toi, tu peux Ouais. témoigner de l'expérience que tu as eue? Ouais, donc en effet, ça c'est un enjeu et dans la plupart des projets, là je vois des porteurs de projets de différents secteurs, différentes industries, c'est souvent long et donc c'est pour ça que je disais que généralement intervenir assez tôt dans les projets, ça permet de gérer un peu ce temps long aussi, de deux manières. La première en expliquant aux riverains le fait que ça va être long. Enfin, en tout cas, qu'il y a plusieurs étapes, qu'on n'est pas capable de dire quand est-ce que le parc va être construit si c'est de l'éolien, le projet immobilier va être construit de la même manière si c'est un projet immobilier. Mais ce qu'on fait systématiquement aujourd'hui, c'est qu'on demande les contacts des riverains à la fin des conversations. Et aujourd'hui, on a à peu près un riverain sur deux qui nous laisse son mail avec son nom et son prénom. Et ça, c'est une des manières de faire en sorte de conserver un lien pendant le long terme. On sait que si vous envoyez un mail, alors évidemment pas toutes les semaines parce que vos projets, ils n'ont pas des nouvelles toutes les semaines qui intéressent tous les riverains, mais tous les 2 mois, tous les 3 mois, en leur disant voilà aujourd'hui ce qu'on a fait, peut-être leur apporter de l'info sur des sujets que vous voulez partager. Ça permet de garder ce lien, de faire en sorte que la personne se rappelle qu'elle peut vous appeler ou qu'elle peut vous écrire si elle a une question. Et puis derrière, de pouvoir intervenir à des moments un peu forts pour le projet. Donc nous, généralement, on intervient, je dirais, au lancement des études, au tout début, et puis après, on intervient au moment du dépôt, et parfois au moment de l'enquête publique pour mobiliser pour l'enquête publique et je dirais, rendre compte de la réalité de l'opinion. Et entre ces moments-là, de pouvoir, si vous le voulez, vous, organiser des événements physiques en invitant des gens typiquement par mail ou en les tenant au courant au fil de l'eau, quoi. La solution idéale serait de faire du porte-à-porte tous les 3 mois, mais ce n'est pas forcément toujours possible. Et donc, votre question est bonne aussi sur le sujet de l'instruction, puisque dans tous les projets qu'on accompagne, il y a une période qui est assez longue, généralement, d'instruction du dossier par les collectivités ou les services de l'État. Et on sait que c'est toujours un moment où ça vaut le coup d'informer, même par mail, même de manière un peu succincte, pour éviter que les gens locaux se sentent aussi un peu délaissés après avoir reçu de l'information sur un projet. On peut peut-être prendre cette question sur la taille, parce que tu as parlé de projets d'éoliennes, par exemple, en zone rurale et des communes entre 100 et 200 habitants, et donc des interventions assez faciles. On a une question quand il s'agit de grosses communes, donc je ne vais pas forcément aborder les termes budget investissement comme il y avait ça énormément notamment dans la question, mais c'est aussi, est-ce que pour toi, tu peux avoir en termes de représentativité, de l'opinion, de l'acceptabilité sur des plus grosses communes, est-ce que tu as des éléments à partager ici? Ouais. Donc on intervient en effet sur tout type de communes. Peut-être pour faire un point sur notre campagne moyenne. Aujourd'hui, notre campagne moyenne, elle est autour de 800 ménages sur 4 communes. Et ensuite, on fait des projets qui vont être entre 200 ménages et 7000 pour ceux où on va avoir le plus de riverains, jusqu'à 10 000 pour les plus gros. Et en effet, on a parfois des cas où on est sur des très grosses communes avec des projets qui vont concerner simplement une des zones. Et donc là, on a un peu deux manières d'intervenir dans ces grosses communes. La première, c'est d'aller voir les gens qui sont le plus proches de la zone d'implantation du projet, parce que c'est souvent eux, surtout sur les très grosses communes de 5, 6, 10 000 habitants, qui vont être même au courant du projet et qui vont avoir envie d'en parler. Donc parfois, quand on va à l'autre bout de la commune, les gens ils nous disent, mais en fait, moi je m'en fiche, en fait, je n'habite pas du tout dans ce coin-là et je ne me sens pas concerné. Et parfois, ils se sentent moins concernés que des gens de communes limitrophes qui sont plus proches de la zone d'implantation.
Donc ça, c'est une première possibilité qui est d'aller voir des gens dans un rayon autour de la zone d'implantation. Et c'est aussi une manière d'expliquer le périmètre aux élus, parce que les élus, il faut qu'ils puissent comprendre pourquoi on est allé voir ces gens-là et pas les gens du centre-bourg parfois, et pas les gens de l'autre bout de la commune. Et puis, la deuxième possibilité qu'on a, si on veut répondre vraiment plus à l'enjeu de comprendre ce que les gens pensent localement et rendre compte de l'opinion de la majorité de la population, c'est d'aller voir un échantillon de la commune. Et dans ces cas-là, nous, on sait le faire. En général, sur les communes, on va voir au moins 20 ou 25% des habitants. Et la manière de faire un échantillon le plus robuste possible, c'est de le faire de manière aléatoire. Et donc, dans ces cas-là, on va frapper aléatoirement à 25% des portes et on rend compte de cette manière-là de la réalité de l'opinion locale. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais j'essaie de les lire un peu au fur et à mesure. Merci beaucoup pour toutes vos questions. C'est très intéressant. Alors, avez-vous des projets qui ont été débloqués grâce au porte-à-porte? Un pourcentage à donner. C'est une question intéressante de la même manière. Donc, généralement, on a beaucoup de projets qui ont été débloqués par le porte-à-porte. Alors, je n'ai pas de pourcentage précis et ce serait assez difficile, je pense, à retrouver pour nous aussi. Mais je dirais qu'il y a plusieurs degrés de débloquer des projets. Il y a beaucoup de projets qui sont bloqués pour des raisons, on va dire, un peu techniques qui nous dépassent. Et dans ces cas-là, c'est très compliqué de les débloquer, nous, par notre intervention. Je dirais que le phénomène de blocage sur lequel on intervient le plus souvent, enfin, il y en a deux, et qui rejoignent le sujet d'aujourd'hui sur les élus. C'est le premier des situations où des associations d'opposants ou des associations de riverains viennent voir les élus en leur disant que ils sont contre le projet, ils sont représentatifs de la vie de la population et qu'ils feront tout pour se battre contre le projet. Donc, généralement, cette situation-là, elle fait peur à l'élu. Si tant est que les gens viennent le voir à la fin du conseil municipal en lui disant qu'ils feront tout pour s'opposer au projet, ça peut, on va dire, bloquer un peu le projet. Et je dirais que des retours des chefs de projet que je peux avoir, la manière dont c'est bloqué, c'est simplement que le maire ne vous répond plus. Et dans ces cas-là, le porte-à-porte, il permet de recréer le lien, et c'est arrivé de très très nombreuses fois où en fait, on peut, on va dire à l'élu, prévenir qu'on va aller faire du porte-à-porte pour informer les gens, et derrière lui rendre compte et avoir, une raison et des vrais éléments à apporter à l'élu pour lui dire, voilà, on sait que c'est un enjeu pour toi, de savoir ce que les gens pensent localement et d'être sûr que le projet il est bien accepté. Et voilà la manière dont on va y répondre. Et ça a permis de débloquer parce que simplement, ça permet d'avoir d'autres choses à dire à l'élu de cette manière-là. Et puis ensuite, il y a aussi, là, dans cette période post-électorale, certaines nouvelles équipes municipales ou certaines anciennes équipes qui ont été réélues et qui, parfois, depuis, ne vous donnent pas signe de vie. Donc, on a toujours pas mal de cas comme ça. Ou de la même manière, ça peut être je dirais, la première pierre d'une nouvelle collaboration, qu'elle soit avec des anciens ou des nouveaux, mais de dire, voilà, vous venez d'arriver dans la commune en tant qu'élu, moi, ça fait X années que je porte ce projet. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir les gens en porte-à-porte, qu'on aille les informer, les tenir au courant, et puis derrière, on vous rendra compte de ce qui s'est dit et de la manière dont il est perçu sur le territoire. Et voilà, l'objectif dans ces cas-là, c'est évidemment de recréer une relation de confiance et puis de redonner de l'élan au projet pour le débloquer, quoi. Merci. On a des questions qui sont spécifiques sur l'éolien, avec des chiffres, etc. Juste pour ça, on va peut-être pas forcément les aborder là pendant ce webinaire, compte tenu du contexte. Par contre, chaque question auquel on n'aurait éventuellement pas répondu là à l'oral, Antoine, comme c'est animateur, va se charger de vous envoyer un mail avec les éléments de réponse que vous voudriez à vos questions qui parfois peuvent nécessiter des réponses personnalisées. Avec grand plaisir. Je le ferai peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans 1 heure ou demain matin. La dernière question pour conclure, qui pour le coup est pas mal en lien avec celle que tu as eue juste avant. Donc, quand il y a une opposition qui est active,
Donc là, tu as parlé tout à l'heure d'un point de vue avec les élus, mais justement, par rapport à ce binôme que représente porteur de projet élu, quand il y a une opposition active, qu'est-ce qui se passe en règle générale? Quelle est la position des élus, des porteurs de projet? Qui est un peu le commanditaire éventuellement d'action, ou qui veut comprendre, etc. Ouais, bah, évidemment, donc c'est des sujets qu'on rencontre. Je dirais qu'on intervient, pour les moments où on intervient, aujourd'hui, dans 80% des cas, tout se passe bien sur le territoire, il n'y a pas de sujet. Et le but, c'est de réussir à faire en sorte que le projet se passe le mieux possible. Il y a aussi beaucoup de cas où on intervient, où bah, il y a une opposition qui s'est constituée. Et bah, comme je le disais juste à l'instant, généralement, on se dit représentatif de l'avis de la majorité, va faire une pétition, va faire jouer un réseau d'élus ou de soutien un peu plus important pour aller contre le projet. Et là, je dirais que bah, la meilleure manière et la meilleure réponse qu'on a et qu'on peut avoir en tant que chef de projet avec un élu, c'est aussi de faire parler la majorité silencieuse. Et ça me fait aussi un peu revenir sur le NIMBY inversé de tout à l'heure, c'est que euh, on a envie de se rendre compte à la fois de l'ampleur de l'opposition. Ça nous est jamais arrivé d'avoir plus de 50% d'opposition sur un projet, mais le jour où ça arrivera, ça peut être aussi une raison d'arrêter un projet. Ça peut exister. Néanmoins, on se rend compte généralement que c'est bien moins important que ça. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait de l'objectiver et de pouvoir en rendre compte. Donc, de pouvoir dire, bah non, en fait, vous êtes représentatif de vous et vous représentez une partie de la population qui est contre ce projet pour telle et telle raison. Néanmoins, il y a aussi beaucoup de gens qui sont pour d'autres raisons. Et c'est aujourd'hui la raison pour laquelle on a envie que le projet il se fasse. Je dirais que ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de réussir à donner des solutions, entre guillemets. Donc, les gens, s'ils sont défavorables par principe, parce que juste ils sont défavorables à tous les projets, bon, bah, ça va être compliqué d'apporter des réponses. Parfois, on se rend compte qu'il y a des sujets d'opposition qui sont sur lesquels on peut avoir une action, on peut y répondre, on peut essayer en tout cas d'y apporter une réponse. Mais je dirais que la meilleure, c'est de rendre compte de l'avis de la majorité de la population. Et dans ces cas-là, donc, si c'est vraiment une opposition très forte et que vous voulez avoir l'étude la plus neutre possible, nous, on intervient aussi au nom d'Explain sans à aucun moment parler de tel ou tel porteur de projet et simplement interroger sur telle thématique ou tel sujet qui a l'air de créer du débat localement. Et dans ces cas-là, on peut réussir à fournir une étude qui est un élément tangible pour répondre aux opposants et pour essayer de faire avancer le projet malgré tout, quoi. Bon, j'ai envie de prendre une dernière question, parce que j'en ai vu encore une arriver, sur les réponses aux questions des riverains. Donc, lors du porte-à-porte, est-ce que nous, on est en mesure de répondre aux questions des riverains? Et donc, la réponse est oui. Donc, aujourd'hui, c'est un des objectifs. C'est de pouvoir, comme je le disais, informer sur le projet, donc apporter des éléments concrets et factuels sur le projet pour être sûr que tous les habitants qu'on rencontre, ils aient un niveau, on va dire, minimum de connaissance de qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Et puis, on prépare ensemble des réponses aux questions en anticipant toutes les questions que les riverains peuvent nous poser sur l'industrie ou le secteur en question, sur le projet, sur l'historique, sur le contexte local. Et aujourd'hui, nos ambassadeurs, ils sont formés pour ça et ils sont capables de répondre à 95% des questions des habitants. Et on va dire les 5 derniers pourcents qui ont vraiment attrait au boulon de 12 ou au boulon de 8 qu'on va utiliser pour le projet, bah ça, de la même manière que les quelques questions auxquelles je n'ai pas répondu ce soir, on les prend en note et derrière, on revient, les porteurs de projet reviennent vers les riverains en leur disant, bon, bah, pour la façade de ce bâtiment, on utilisera voilà, tel bois de telle couleur, etc. Ok. Merci Antoine. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il reste encore deux, trois questions, mais qui pour le coup, je pense, nécessitent plutôt des réponses personnalisées, donc on vous contactera. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé et d'avoir posé vos questions. J'espère que ça a quand même répondu un maximum à vos attentes. Et donc, vous allez recevoir un mail avec le replay. Et puis, si vous avez toute autre question au-delà même de ce webinaire, vous avez toutes nos coordonnées dans les invitations que vous avez reçues. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Et merci à tout le monde.
Merci Thomas et Lola pour l'organisation. Merci à tout le monde. Et donc, on répondra à vos dernières questions sans faute. Et si vous en avez d'autres qui viennent ce soir ou dans la nuit, ce qui arrive souvent après nos webinars, on sera de toute façon à votre dispo pour y répondre.